Voilà, bonjour, je suis donc Denis Cordonnier, je suis consultant, enfin une espèce de consultant facilitateur qui mélange souvent, on va dire, dans des groupes de travail, des personnes accompagnées et des personnes accompagnantes, pour le dire très rapidement. Et je vais essayer de répondre à deux questions, une dizaine de minutes, une dizaine de flashs en quelque sorte. Et la première question à laquelle je vous propose de répondre, c'est qu'est-ce que les accompagnés m'ont appris sur l'accompagnement ? Voilà, et j'ai plein de papiers parce que de temps en temps, je lirai des citations, entre guillemets. C'était il y a plus de 25 ans, dans une maison d'accueil et de vacances familiales. Madame Dubois arrive en plein mois de mars, en urgence, avec ses 4 jeunes enfants. Jeune stagiaire, je suis chargé de l'accueillir, le premier soir. Mon rôle, je le fais, je me débrouille pour créer de l'ambiance, pour créer de la confiance surtout. C'est à cause de son mari que tout va mal. Il n'est pas à la hauteur. D'ailleurs, il n'a pas voulu venir avec elle dans ce lieu d'accueil. Je vous passe les détails, elle m'en raconte beaucoup. Je suis super content de moi. La confiance est là. La preuve, elle se confie à moi. 2 jours plus tard, monsieur débarque, contre toute attente. Rien ne ressemble à ce que madame m'avait raconté. Il est sa sécurité, il est son roc, il s'occupe des enfants, il est attentionné avec elle. Ça se voit à tous les instants de la journée. Alors Madame Dubois, peut-être sans le savoir, m'a appris beaucoup de choses sur l'accompagnement. Tout entendre des gens n'est pas forcément une bonne chose, ni un bon signe. Elle m'a appris que quand on doit sans cesse se justifier, il faut un peu transformer la réalité pour se faire bien voir de l'accompagnant. Passez-moi l'expression, il faut être un bon pauvre et accuser les absents. Sinon, pour qui va-t-on passer à débarquer en pleine année scolaire avec ses 4 enfants ? En somme, c'est mon premier enseignement, devoir se justifier empêche de donner sa confiance. Deuxième petite chose que les accompagnés m'ont appris, deuxième flash, ils m'ont appris qu'ils ne supportent pas d'être regardés différemment. Je cite un groupe de travail, un texte écrit collectivement. On n'aime pas dire qu'on est au RSA, on nous regarde différemment. À l'école de nos enfants, pour un voyage, on se méfie de nous. Est-ce qu'on va vraiment payer ? On nous demande de nous désister. Lorsque je travaille, je deviens quelqu'un de bien aux yeux des autres. C'est dingue, non ? Pourquoi ? Quand on lit les lettres administratives qu'on nous envoie, toujours avec une menace quelque part, si vous ne venez pas, etc. Quand on voit la difficulté que nous avons à changer l'heure d'un rendez-vous avec un travailleur social, il faut se justifier. C'est comme si on se méfiait de nous. Ça nous infantilise, ça nous déresponsabilise. C'est le contraire que nous attendons. C'était mon deuxième petit enseignement. Certains, troisième petit enseignement, m'ont fait comprendre le savoir-faire qu'ils ont pour entrer en relation avec d'autres qui galèrent. Par exemple, il n'y a pas mieux qu'Andrea pour entrer en relation avec des hommes qui sont à la rue, en train de mendier avec le chien. Elle sait à la fois parler à l'homme en s'adressant au chien. Et Marie, elle sait étonnamment bien aider des parents à aller à l'école alors qu'ils n'osent pas y aller, parce qu'ils n'ont pas envie de prendre des coups, pour dire vite, aux réunions de parents-profs par exemple. Mais Andrea, elle a connu la rue. Et Marie, pendant 2 ans, elle est restée enfermée chez elle. Elle n'allait même pas à l'école primaire pour ses enfants. De là, ils ont tiré un savoir-faire qu'ils peuvent utiliser pour accompagner sans effrayer. C'était mon 3e enseignement. 4e enseignement, ils m'ont appris ce qui leur permet de garder la tête haute, ce qui permet de tenir quand c'est la galère. Par exemple, là aussi c'est travaux collectifs, les enfants, la rage et la volonté qui sont en nous, ma colère, le soutien qu'on reçoit des amis, l'aide qu'on apporte à d'autres, le bénévolat. Et étonnamment, les professionnels ne sont pas cités. J'ai appris ça dans l'accompagnement, que les professionnels peuvent être fort utiles pour certaines choses, pour beaucoup de choses, mais pas pour permettre aux gens de garder la tête haute et de tenir malgré tout. C'est pas ce qu'ils disent. Rien de tout ce que je dis là n'est contre les professionnels, au contraire. Car les professionnels, les accompagnants dans de telles démarches où on croise les avis des uns et des autres, m'en ont appris aussi beaucoup sur l'accompagnement.
Par exemple, là aussi dans un groupe de travail, la nécessité de mieux s'appuyer sur le potentiel des personnes. Pour beaucoup de personnes, dit un groupe, nous sommes persuadés que si tu lui trouves un travail, il travaille. Si tu lui trouves un employeur, il travaille. Mais avec nos moyens et nos relations partenariales actuelles, ajoute ce groupe, on ne sait pas faire. Et puis cette dame-là a cité l'un des professionnels. Je n'y croyais plus. Aucun emploi ne marchait. Elle avait son idée fixe, être femme de ménage à l'hôpital. Eh bien, elle a trouvé par elle-même. Elle a réussi. Mais pas grâce à nous. Le professionnel ne peut pas tout faire. C'est parfois ses limites. Conclusion provisoire à cette première question. Réflexion d'un groupe de travailleurs sociaux encore. Nous avons rapidement échangé, disent-ils, dans le cadre du travail qu'on faisait ensemble, sur des situations où nous-mêmes sommes accompagnés, au sens large. Ça nous a permis de souligner les risques de l'accompagnement. Je n'en cite que quelques-uns. Ne plus faire quand l'autre n'est pas là. C'est un risque quand on est accompagné. Donner trop de pouvoir à l'autre. Ne pas trouver le bon accompagnateur. Être redevable, etc. Il y en a plein d'autres. Mais le fait d'avoir réfléchi là-dessus, disent les professionnels, leur a fait immédiatement voir les exigences qu'en tant qu'accompagnants, ils devaient aussi respecter quand ce n'était plus eux les accompagner. Et pour faire écho à cette petite conclusion, et ça va introduire ma deuxième question, ma deuxième partie, égal à égal, écrit un groupe de personnes qui viennent, qui viennent dans une association d'aide. C'est surtout une manière de vivre, qui viennent comme demandeurs dans une association d'aide, c'est surtout une manière de vivre ensemble et d'échanger les uns avec les autres. C'est une entraide, une utilité. Toi, tu m'aides sur ça, et moi, je t'aide sur ça. C'est quand chacun apporte ce qu'il peut apporter, même un simple sourire. Car si quelqu'un n'apporte rien, la relation n'est pas d'égal à égal. Certaines personnes, à certains moments, ont besoin de temps pour réussir à apporter quelque chose. Laissons-leur le temps. Et ça m'amène à ma deuxième question. Chercher à construire une relation d'égal à égal, jusqu'où cela peut-il nous conduire ? Et je vais juste donner 3 pistes. Première piste, ça nous conduit à réinterroger les modalités de travail. Ce sont juste des signes, les exemples que je vais donner. Par exemple, que l'accompagné, excusez-moi toujours pour ce découpage, que l'accompagné choisisse le rythme des rendez-vous, quand il y a des rendez-vous réguliers. Qu'il demande quand est-ce qu'il souhaite un rendez-vous. L'anti-convocation, si vous voulez. Changer de référent, choisir son travailleur social. On choisit bien son médecin généraliste, ce n'est pas des magots. Avoir des tables rondes plutôt que des tables carrées. Il n'y a qu'autour d'un café qu'on peut vraiment discuter. Tout ça, je ne le tire pas de moi, bien sûr. Deuxième piste, passer du face-à-face au côte-à-côte. Un jour, dans un groupe de travail, Fernande a expliqué qu'elle a vu des problèmes de logement et qu'elle avait fait appel à une connaissance à elle, qui se trouvait être un ancien travailleur social, mais c'est comme si elle ne voulait pas le dire. On essaie de comprendre, et c'était une personne qui n'y connaissait rien au logement. Et sa demande, c'était le logement. Alors, on se questionne dans le groupe. Qu'est-ce qu'elle dit ? Les autres aussi font part de leur expérience. Et finalement, on a un peu modélisé ce truc-là, qu'on a essayé de mettre en œuvre dans le département où ça se passait, on n'a pas réussi. C'était l'importance de passer du face-à-face au côte-à-côte. Dans le face-à-face, je suis l'accompagné, j'ai les questions. Et si l'accompagnant est bon, il a les réponses. Et s'il n'a pas les réponses, ou si elles ne sont pas possibles, il n'est pas bon. Ça, c'est le face-à-face. Dans le côte-à-côte, on se remet tous les deux côte à côte. Et ensemble, on attaque les problèmes. Ensemble, on attaque l'accès au droit. Ensemble, on cherche la solution. Peu importe que le professionnel ne l'ait pas. On la cherche ensemble. Ça, c'est une piste qui me paraît très importante. Troisième piste, multiplier les groupes de travail. Presque tout ce que j'ai cité vient de groupes de travail. Pour en redonner encore un exemple, dans l'association d'aide dont je parlais tout à l'heure,
10 personnes donc en situation d'être accueillies avaient pour mission de préparer une séance de travail avec 100 accompagnants, en quelque sorte pour éclairer les accompagnants sur l'accompagnement. Ils ont préparé, entre eux, dans la préparation, avec moi, un certain nombre de petites affiches qui disaient des choses importantes. Je vous en cite juste une. Quand on arrive là dans le lieu d'accueil, je vous lis l'affiche. Pas de questions, c'est le titre. Les gens ont peur de venir et on leur pose plein de questions. Des réponses plutôt que des questions. Un questionnaire, c'est comme un interrogatoire. Il y a des questions déplacées. Et ensuite, dans la séance, à 110, ils ont commenté ça. Et puis, tout un dialogue s'est enclenché pour voir, mais comment questions, s'il en faut-il, et confiance peuvent s'articuler. Comment on fait fonctionner ça? Et là, ils étaient en train de chercher ensemble des solutions. Petite conclusion. Quelle est la place des accompagnés quand on pense, quand on réfléchit, quand on conceptualise, quand on organise l'accompagnement? Pourquoi ne sont-ils pas là aujourd'hui? À vos côtés, à mes côtés, à nos côtés? Sont-ils avec vous quand vous réfléchissez à l'accompagnement dans vos cadres professionnels? J'ai essayé de les rendre présents, mais forcément mal, parce que je ne peux pas penser à leur place ni parler à leur place. Il n'y a pas d'interaction avec eux, là, aujourd'hui. Jean-Pierre, tout à l'heure, Patrick, tout à l'heure, saurez-vous aussi nous les rendre présents dans vos réflexions, dans ce que les accompagnés vous ont appris dans vos réflexions d'universitaires?